sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il va être désormais temps d'ouvrir notre page économie avec notre invité Philippe Béchade. Mais juste avant, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 6220 points et qui a un peu plus de 9h20, cède 0,81%, refroidi par les propos de Jérôme Powell, qui même s'il a laissé entendre que le rythme de hausse des taux pourrait ralentir, a déclaré qu'il était très prématuré de penser à une pause. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe Béchade, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, que l'on vous retrouve régulièrement sur notre plateau. Philippe, on va commenter cette décision de la Réserve fédérale américaine qui, donc, comme prévu, a relevé son taux directeur de 75 points de base. Il évolue désormais entre 3,75 et 4%. Pour autant, l'économie américaine semble encore relativement robuste. Pour preuve, le marché de l'emploi se porte encore bien et les indicateurs d'activité ne sont pas encore entrés en contraction. Du coup, Jérôme Powell a-t-il raison de maintenir un discours agressif, selon vous ? L'avenir nous le dira. La Fed avait pris tellement de retard sur l'inflation qu'elle s'est peut-être mise dans une position qui rend son action moyennement efficace depuis le début. On en est à 4 fois 75 points. Et Jérôme Powell observe effectivement qu'il y a un décalage entre l'annonce des mesures, la mise en œuvre des mesures et la réaction de l'économie qui pour l'instant se montre robuste. On a eu un rebond de l'activité au troisième trimestre. On a plus de création d'emplois, enfin plus d'offres d'emplois que prévu. ADP, quelques heures avant la conférence de presse de Jérôme Powell, fait état de création d'emplois là aussi largement supérieure aux attentes, de l'ordre de 30%. Ce qui est quand même pas rien. Et on a l'impression que tout est normal. On nous explique que c'est hôtellerie, restauration, la distribution qui a beaucoup recruté, comme d'habitude, avant Thanksgiving. On a l'air de penser qu'il n'y aura pas de soucis côté pouvoir d'achat, qu'on va continuer de dépenser, etc., joyeusement. Bon. Mais pour autant... c'est le constat. Qui pousse certainement Jérôme Powell à se dire il faut continuer de serrer la vis. Et puis de l'autre côté, on pourrait lui opposer que les demandes de crédit immobilier ont chuté de moins 90%. C'est du jamais vu. Alors, même en 2006-2007, avec le début du retournement dans le secteur immobilier, on n'avait pas constaté une chute aussi abyssale des demandes de crédit. Le secteur de la construction est grand générateur d'emplois. Donc il se pourrait très très bien qu'on ait aussi une sorte d'effet catch-up, c'est-à-dire que la Fed, elle serre, puis d'un seul coup les freins bloquent. Et là, on risque de voir l'économie passer, comme on dit, cul par-dessus tête. C'est un petit peu le risque, et Jérôme Powell a laissé entendre qu'effectivement, s'il voyait que d'un seul coup, ça couinait, il pourrait remettre en œuvre de nouvelles stratégies pour éviter une grosse récession. D'ailleurs, je remarque que la Fed a curieusement injecté beaucoup d'argent ces derniers jours dans les marchés, alors qu'elle prétend continuer de retirer tous les mois 95 milliards, donc le fameux quantitative tightening. Donc d'un côté, elle retire des sous, puis de l'autre, par une forme de petit TLTRO très très court terme, elle alimente le marché en liquidité. Peut-être même qu'elle l'alimente en éléments de langage, le pivot, et puis il n'y a pas de pivot, donc les marchés repivotent à la baisse. Voilà, ils s'étaient un peu fait leur scénario tout rose, tout seul. Et puis avec le discours et les réponses qu'il fait hier aux journalistes sur est-ce que vous avez trop resserré, etc., la réponse est non, et les marchés financiers fonctionnent très bien, il n'y a pas de risque de déstabilisation. Donc effectivement, tout techniquement
permet de poursuivre le resserrement monétaire. Poursuivre le resserrement monétaire, deux choses. Donc effectivement, sur le mois d'octobre, les indices américains ont pris, je crois, 10%. Hein, donc oui, on va jusqu'à 13% pour le Dow Jones. 13% pour le Dow Jones, donc on est sur de belles performances. Vous avez dit en introduction de votre intervention que les hausses de taux n'étaient pas forcément, ne trouvaient pas de réponse immédiate dans l'économie, en tout cas. Ceci étant, vous parlez de l'immobilier. Le taux des emprunts hypothécaires à 30 ans en moyenne sont au-delà de 7%. Du coup, c'est 7,15, 7,20. Ouais. 7,20. Donc, est-ce que c'est du coup grâce ou à cause de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine ou c'est le marché? Comment on explique cette hausse de taux finalement? Là, mécaniquement, oui, c'est le reflet de la hausse des taux, même des anticipations, puisque quand on emprunte, c'est 10, 15, 20, 30 ans, donc au minimum la référence c'est 10 ans, et aujourd'hui le marché anticipe entre 5 et 5,25 de taux final. D'ailleurs, Jérôme Powell fait partie de ces petites phrases qui a dit qu'ils étaient partis sur une hypothèse d'objectif de taux plus élevé qu'initialement. Donc voilà, tout ça est intégré et c'est vrai qu'on est passé en l'espace de 18 mois de moins de 3%, tout compris, pour un taux hypothécaire, on est passé à 7, 7,20, 7 c'est 2, allez, on va dire c'est multiplié par 2,5 puis on n'en parle plus. Donc, et ça va continuer, c'est ce que vous nous dites, hein, puisqu'on est à 3,75% de niveau de taux de directeur, du coup vous dites 5%. Là, je pense qu'on atteindra les 7,5, mais en fait ça n'a plus aucune importance. Parce qu'au-delà de 5 ou 6, il n'y a plus personne qui fait un emprunt hypothécaire. Enfin voilà, je dirais bon allez, on peut prendre comme référence 6 puisqu'on était à 3 précédemment et qu'on a été à 3 finalement assez longtemps. Donc au-delà de 6, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'affaires. Donc au-delà de 6, oui, ça semble assez... Même si dans les années 90, en France, on empruntait à des niveaux aussi, voire plus importants. Oui, avec une inflation à 7,5 et des salaires indexés, tout allait bien. Là, c'est vrai que si on regarde l'inflation qui est à 10, on se dit que si on emprunte même à 7,5, c'est encore une bonne affaire. Mais non, c'est pas une bonne affaire parce qu'on nous explique que l'inflation va la ramener à 2. Donc ça veut dire que celui qui emprunte aujourd'hui à 7,5, dans 3 ans, il sera très très au-delà du niveau de l'inflation. Philippe, concrètement, combien de temps la hausse des taux directeurs de la Fed peut très clairement se propager à l'économie? Là, on a vu l'immobilier, mais on voit que sur le marché de l'emploi, c'est pas du tout le cas encore, quoi. Ah oui, mais Jérôme Powell, parce que je suivais ça, je me dis, il y a peut-être une petite phrase à glaner dans son discours. Quand on répond à une question spontanément d'un journaliste, des fois, on laisse passer un truc. Et il a été assez clair. Ouais, il a dit, on est là pour rééquilibrer l'offre et la demande. Il a bien conscience que ça freine effectivement du côté de l'immobilier. Mais on a l'impression que c'est le sujet sur lequel il ne veut surtout pas s'étendre. Voilà. Quand on ne veut pas équilibrer aussi son discours entre j'ai envie de freiner et puis je constate que c'est déjà très très ralenti et qu'il ne faut peut-être pas en faire trop de l'autre, c'est sûr qu'il n'a vraiment pas voulu développer de raisonnement, d'argumentaire sur le coup de frein énorme dans le secteur immobilier et ses conséquences pour l'économie. Et ses conséquences pour l'économie, un premier secteur de l'économie européenne et puis premier indicateur de toute façon observé par les macroéconomistes pour connaître l'état de santé d'une économie. Philippe, on va basculer sur le pétrole, l'or noir qui ne cesse de grimper, plus de 8% pour le Brent, plus de 7% sur un mois pour le Brent, plus de 7% pour le WTI. Alors c'est une mauvaise nouvelle évidemment pour les agents économiques, entreprises, ménages, mais les majors, c'est une mauvaise nouvelle pour les ménages et les entreprises qui vont voir leurs charges évidemment augmenter. Ceci étant, les majors pétrolières se frottent les mains, comme nous l'avons vu avec notamment les résultats stratosphériques d'Aramco. On n'a jamais vu ça. Quelles sont les raisons, selon vous, de la hausse des cours du pétrole ces dernières semaines? Les dernières semaines, là, on va dire qu'on va charger à mort l'OPEP, l'Arabie Saoudite, qui doit effectivement bien penser aux dividendes que va leur reverser Aramco. Oui, c'est cette stratégie consistant à réduire l'offre de pétrole,
donc à faire un gigantesque pied de nez, pour pas dire autre chose, à Joe Biden, qui avait demandé au contraire à l'Arabie Saoudite d'ouvrir les vannes, au moins jusqu'au midterm, histoire que l'électeur américain soit bien content que le gallon soit en dessous de 3 $. Bon, on est plutôt près de 5 $ maintenant dans certains coins de la Californie. Donc oui, c'est l'OPEP qui a une stratégie de maintien des prix élevés. Et on comprend bien que c'est l'Arabie Saoudite qui est à l'initiative, c'est-à-dire que évidemment ça arrange bien la Russie, que le prix du pétrole reste proche des 100 $. Mais c'est surtout l'Arabie qui, grâce à ses recettes, peut remettre en œuvre un modèle social qui garantit la stabilité du pays, et puis qui va peut-être aussi financer une partie du projet pharaonique Neom. Voilà. Maintenant, je pense que les Américains le prennent très très mal, d'autant que l'Arabie Saoudite ne se contente pas de raffiner le pétrole russe, ils sont prêts à accepter d'exporter en yuan, et tous les pays qui se dédollarisent, il leur arrive des bricoles, c'est pas... je vous apprends rien, voilà. Donc je me demande quelle est la prochaine bricole qui va arriver à l'Arabie Saoudite. Mais s'il arrive une bricole à l'Arabie Saoudite, ça va certainement pas faire rebaisser le prix du pétrole. Alors exactement, donc j'ai une autre question après, juste avant de vous demander quel niveau vous anticipez pour le pétrole au-delà de 100 $, comme certains gros cabinets de recherche le pensent. Juste avant, est-ce que l'embargo sur le pétrole russe qui va entrer en vigueur le 5 décembre prochain est déjà, selon vous, intégré dans les cours? Oui, certainement. Mais on a bien compris que l'embargo sera contourné de toutes les manières possibles, par la Chine, par l'Inde, je peux même rajouter le Japon à la liste. De toute façon, au Japon, on lui prend son GNL, du coup, par la force des choses... oui, le pétrole aussi. D'ailleurs, les Japonais restent même dans un projet gazier conjoint avec la Russie. Non, je veux dire, là, le boycott, il n'y a que l'Europe qui l'observe et qui va se prendre en boomerang la hausse du pétrole, tandis que tous les autres vont très cyniquement continuer d'importer du pétrole russe et éventuellement de nous le réexpédier sous forme de diesel. Alors là, ça... c'est un vrai problème, le diesel, c'est que on va en manquer en Europe, évidemment, puisque, par exemple, vous prenez la France, elle avait fermé les unes après les autres, toutes ces raffineries qui faisaient du diesel, parce que finalement ça coûtait tellement moins cher d'aller de le raffiner dans la région de Yamal, en Sibérie. Donc, plus de diesel, où on peut craindre des manques sérieux de diesel. Donc, peu importe finalement que le pétrole monte ou rebaisse, de toute façon le diesel lui-même demeurera une denrée rare éventuellement chère, et aux États-Unis les stocks ont complètement fondu. Donc là, aux États-Unis, ils payent le manque d'investissement dans leurs raffineries depuis des décennies. C'est-à-dire que on extrait actuellement du pétrole, on est au max de tout ce que peut produire le Texas, l'Oklahoma, le Dakota du Nord, etc., même l'Alaska. Ah bah oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de capacité de raffinage. Donc vous pouvez extraire du pétrole, si vous ne pouvez pas le raffiner, on est à 92% de taux d'utilisation des raffineries. Ça veut dire qu'en fait, il n'y en a aucune qui peut être mise en maintenance en ce moment. Il faut qu'elles soient toutes à fond. Voilà, donc les États-Unis, c'est pas vraiment un problème de ressources, c'est un problème de capacité de raffinage. Nous avons exactement le même problème en Europe. On s'en est rendu compte en tout cas en France ces dernières semaines. Dernière question, donc les 100 $, la barre symbolique, le seuil symbolique des 100 $ sur le cours du Brent, selon vous, va être franchi à la hausse rapidement, c'est évident? Ça, c'est une éventualité. Je dois dire qu'à 100 $, ça arrange tout le monde, quelque part, sauf évidemment le consommateur, sauf la croissance, mais ça arrange effectivement tout le monde. Tous les pays producteurs qui ont des modèles sociaux un petit peu onéreux, et puis aux États-Unis, les majors vont effectivement pouvoir continuer de contrebalancer de très mauvaises années qu'on a un petit peu oubliées. 2014, 15, 16, ça a été des années cauchemardesques où
où les majors pétroliers ne faisaient que des pertes. Et à l'époque où ils faisaient que des pertes, je ne me souviens pas qu'on ait utilisé l'argent du contribuable pour les renflouer. Donc maintenant qu'ils gagnent de l'argent, par contre on veut leur prendre leur pognon parce qu'ils ont fait des super profits. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup ? J'en pense que pile ça perd et face tu gagnes pas, quoi. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous expliquer. Voilà. Moi, les super profits pétroliers ou les super profits en général, pour moi, il faut aller, par contre, effectivement, piquer tout ce qu'ils ont gagné aux opérateurs alternatifs qui ne produisent pas d'énergie, qui se nourrissent sur la bête. Hein, c'est des parasites, je suis désolé, mais les énergéticiens alternatifs qui ont éventuellement acheté 3 hectares de panneaux solaires et un barrage pour dire nous aussi on produit de l'électricité, mais qui en fait font 95% de leur chiffre d'affaires avec du courant qu'ils ont acheté à EDF à prix cassé, et ensuite ils vont le revendre à 10 fois, ouais, ceux-là ils font des super profits, ceux-là faut bien les matraquer, parce que là du coup, ceux-là ils s'engraissent et ils n'ont pas investi 1 euro ou 1 dollar pour délivrer le courant qu'ils peuvent nous revendre à des prix astronomiques. Ok, très clair. Merci Philippe, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. Nous, on marque une ultime pause dans cette édition du 3 novembre et juste après, ce sera l'heure de notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.